Ben voilà, ça fait super plaisir de te voir. Le plaisir de partager. Ah, vraiment, pour le coup, ça fait plaisir en fait de voir un entrepreneur dans la musique réussir comme tu as pu réussir. Et surtout, ce qui est cool avec toi, pour avoir suivi un peu ton parcours, on sent que ça s'est pas fait tout de suite. Les choses se sont fait progressivement. Moi, je t'ai un petit peu observé à l'époque avec Dry, ensuite avec La Section, etc. Et je trouve que tu as vraiment traversé toutes les époques du rap français. Et c'est pour ça que c'est intéressant de t'avoir aujourd'hui. Parce que du coup, tu peux vraiment commenter sur toutes les évolutions. Mais avant de parler de business, de musique, de ta carrière, j'aimerais parler de toi. Parce que je trouve qu'on parle pas assez de toi et d'où tu viens. Et je pense que ça va beaucoup justifier aussi ce que tu es devenu ensuite. Donc moi, j'aimerais bien commencer par toi en tant que toi, Dawala. T'es né en 1974, si je me trompe pas, au Mali. En Paris 12. À Paris 12. Ouais, je suis né à Paris. C'est des menteurs sur Wikipédia, là. Il faut écouter tout. Ah, je suis né à Paris. Ok. Paris 12. Avant de commencer cette interview, on a relancé la newsletter de Iconic. Alors si tu veux recevoir des analyses sur l'industrie de la musique, de la mode et des médias pour t'aider dans ton business, dans ton projet, eh bien ça se passe dans la description et sur le premier commentaire. Et en plus de ça, dans quelques temps, tu vas recevoir aussi un LSD exclusif sur 50 Cent et les 48 lois du pouvoir. Alors ça arrive très bientôt. Et dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer un petit peu comment 50 Cent s'est servi de ce livre, qui est son livre de chevet, pour se hisser au top du rap game et aussi au top de l'industrie de l'entertainment. Le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. On peut reprendre. À l'âge d'1 an, je retourne au Mali, Ok. à Nioro, du Sahel, Ok. près de la Mauritanie. Ok. C'est au Mali, donc je grandis là-bas avec ma grand-mère. À l'âge d'1 an, à l'âge de 11 ans, je reviens en France. D'accord. En vérité. Et pourquoi il y a eu ce... Après, ce c'est vrai retour au que la plupart des gens qui sont en Afrique, eux, ils veulent venir en France. Ouais. Moi, mon père, il était déjà installé ici, il travaillait à la ville de Paris, il était woower. Ok. Et il nous a fait repartir, moi et mon frère. Peut-être c'était compliqué. Ouais. Et voilà, après nous, tu sais, chez nous, quand ton père ou ta mère a dit quelque chose, t'exécutes. Hein. Non, normal. Qu'ils ont raison, qu'ils ont tort, ils ont toujours raison. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai suivi. Et après, je me rappelle, la première fois que j'ai mis, c'était au mois de décembre, les pieds en France, c'était en hiver et j'étais en bout, j'ai pris une claque. Oh, Une claque directe. Et je suis arrivé le à... cliché du boubou en hiver, frère. Parce que nous, on ne connaissait pas le froid, en fait. Ouais. Et on vient de... On ne connaissait pas le froid, C'était c'est-à-dire qu'on a chaud. souffert. Ouais. Voilà. Et t'es arrivé en France donc à 11 ans, mais dans cette période au pays, bon, déjà, t'as eu l'impression que t'as toujours vécu là-bas, vu que t'es arrivé à 1 an. Tout à fait. Comment c'était ces premières années? Bah, quand je suis arrivé ici, Non, au pays. au pays... Quand t'étais ton enfance, non, vraiment. tu ne te rappelles pas trop. Hein. Tu te rappelles pas trop? Donc, des souvenirs que j'ai, je sais que on était nombreux, Ouais. des jeunes, on jouait au football. Ouais. Et je sais qu'il y avait une rivière, il y avait des crocodiles, tu vois, c'était Ouais. vraiment... Ok. Tu te rappelles plus de la primaire, de ces choses-là? Il n'y a pas de primaire, je ne suis pas parti à l'école en fait. Quand je suis né, non, je n'étais pas à l'école. D'accord. C'était Ok. vraiment, voilà, nous, c'était la survie. Là-bas, Ouais. c'est Nioro, c'est pas Bamako. C'est-à-dire là-bas, même dans le temps, est-ce qu'il y avait même, à partir dès que le soleil se couche, et tu rentres chez toi. Hein. Ok. T'as pas trop le choix. Hein. Style de vie très différent. Et donc, tu reviens à Paris à tes 11 ans, c'est bien ça? 11 ans, c'est-à-dire Ok. 12 ans. 12 ans. Et donc, dès que tu arrives à Paris, 11-12 ans, il y a un vrai choc pour toi culturel. Comment tu le vis, justement, ce retour dans la capitale? Dans la capitale, j'arrive pas dans le 19 où j'ai grandi, j'arrive dans le 18e, Ok. rue d'Hauteville. Ok. Et de là, pour la première fois, je vois des blancs. Et là, je suis choqué, tu vois, parce que je me disais, là où j'étais, je me suis dit, nous, il n'y a que nous. en Ouais. réalité. Et là, je suis choqué, je suis avec mon grand frère, on se cache derrière les voitures. On me dit tout babou. C'est-à-dire, Ouais. le blanc, Ouais. le blanc, on ne connaît pas, tu vois, on se cachait. Et après, on a appris à s'adapter. Et Ouais. voilà. Et dès que t'es arrivé en France, tu parlais que Non, Soninké, Soninké, Bambara. Bambara. Parce qu'en fait, nous, mes grands-parents, c'est des Peuls. Ouais. Mais on a grandi dans un village soninké. Donc, moi, je D'accord. parlais que soninké, en vérité. Ok. Voilà. Et lorsque tu arrives en France dans les années 80, 90, alors plutôt 80, je dirais. Hein, quand tu arrives. 80, plus 83, 80, ouais. 83, dans les années 80, quoi. Comment ça a été L'adaptation, l'adaptation globalement. Compliqué, parce que déjà, il faut apprendre à parler français. Ouais, Après, moi, dans le 18e, il y avait mon oncle là-bas qui avait la mosquée. d'accord. Donc, j'allais tous les vendredis, j'étais là-bas avec mon frère, donc on était souvent là-bas. Après, je pense que j'ai réussi à m'adapter beaucoup en m'amusant avec les jeunes du quartier, de la D'accord. Goutte d'Or, Mhm. avec le ballon, comme j'ai expliqué, le football. Ouais. Mon amour que j'avais déjà depuis Nioro. Premier amour, Voilà, finalement. premier amour qui a continué et qui m'a facilité l'adaptation en vérité en France aussi.
D'accord, ok. Après, bien sûr, j'étais dans des centres, j'ai eu des éducateurs. Ouais. Donc, voilà, il y a eu un suivi. Et au niveau du racisme, de ces genres de choses-là, dans ces années-là, est-ce que tu as été victime de ça énormément ou Ouais, ça a été... on a tous été victimes. Mhm. Moi, j'ai été victime de ça. Et ça a été compliqué parce que, je crois que je me rappelais, j'étais dans un centre et je rentrais le week-end. Mhm. Et le problème, dans le week-end, il y avait ces problèmes de quartier déjà où Ouais. on avait notre identité à nous, où on était contre tout, contre l'État en vérité, parce qu'on se sentait rejeté en fait de la société. Donc c'est vrai que en étant jeune, j'ai été confronté au racisme. tout ça. Ouais, Ok. Et il y avait déjà ces problèmes avec, je sais pas, hein, tu me diras, parce que c'est des choses, moi, tu vois, je suis années 90, donc moi, je suis vraiment les enfants, tout ça. Et toutes ces histoires, on les a entendues beaucoup dans des vidéos, dans des interviews, etc. Mais à cette époque-là, il y avait apparemment énormément de skinheads, ce genre de choses-là. Est-ce que vous avez dû faire face à ça? Tout à fait. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y a eu. Moi, j'étais un supporter, ça fait longtemps de Paris. Ouais. J'étais supporter de la deuxième équipe qui était le Matra Racing. Ok. Qui était le Racing, Ouais. donc, dans le temps d'Aziz Bouderbala, Enzo Francescoli, c'est-à-dire c'est les anciens joueurs qui jouent au Racing. Et quand on allait à Boulogne, c'est vrai que le retour il était un peu sanglant parce qu'avec les skis, donc il fallait courir vite. La chance qu'on avait, c'est qu'ils avaient des grosses bottes qui avaient marqué 2 kilos, donc on était Spider-Man. C'est vrai que voilà, je me rappelle une fois, on est parti, on est rentré dans le métro et on s'est retrouvé bloqué avec les skinheads. Je crois qu'on a pris même des rails, tout ça pour rentrer. Hein. C'était compliqué. Ouais. Et comment c'était? Enfin, est-ce que du coup, ça t'a à ce moment-là, est-ce que ça t'a un petit peu poussé à vous retrancher de votre côté ou ça vous a... Non, on était déjà retranchés en vérité. Ouais. Quand tu habites dans un quartier, c'est soit tu faisais partie d'un gang où il y avait qui combattait les skinheads, tout ça, ou soit tu étais un mec de quartier. Ouais. Moi, j'étais plus un mec de quartier, de cité. Ouais. Moi, j'étais à Danube, à Gaston-Pinon. Ouais. C'était une famille en vérité. Ouais. Après, maintenant, c'est vrai que chacun essaie de vivre de ses moyens. C'était pas facile. Autour de ça, après, tes parents, ils te poussent plus à aller travailler, à aller faire des stages. Mm-hmm. Donc, moi, j'étais obligé de faire des stages. J'ai fait plein de corps de métier, plomberie, peintre, maçon. Et c'est vrai que même dans ça, des fois, tu te retrouves dans des endroits où, oui, tu es confronté au racisme. C'est-à-dire que, je me rappelais, je travaillais, moi, je ne vais pas dire le nom du truc, c'est la mauvaise publicité pour eux et tout ça. Et ils me cachaient, ils me disaient, mais cache-toi, parce qu'ici, la plupart des gens, c'est des gens, voilà, ils n'aiment pas trop les gens de ta couleur, quoi, tu vois. Ouais, et donc, c'est vrai que quand tu t'es confronté à ça, et que tu vis comme un jeune de quartier, comme nous, parce que nous, il faut savoir que un jeune de quartier comme moi, qui vient d'une famille malienne, on ne parle pas de sexualité à nos parents. On ne parle pas de problème, tu vois. On vient, on exécute en vérité ce qu'ils disent, mais il n'y a pas cet échange-là comme on peut aujourd'hui le voir avec les jeunes parents entre mère et fille, tu vois, ou père et fille, où il y a cet échange-là. Attention, fais pas ça, quand tu fais ça, c'est cela. Il n'y avait pas cet échange-là. Là-bas, c'était le père, la mère, l'oncle, le frère. Le truc, c'était comme ça. Je connais ça que trop bien. Donc, il y a eu, bien sûr, il y a eu. Après, tu apprends et après, tu comprends des choses. Parce qu'il y a des choses, même si c'est réel, il y a des choses que tu ne peux pas dire en vérité. Ouais. Et des fois, il y en a, par leur notoriété, ils se permettent de dire des choses et ça engendre des difficultés. Ok. Je ne suis pas sûr de comprendre. Ouais. Ça veut dire que, des fois, tu as eu dans le racisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je peux parler en disant oui, ceci, cela. Mais en vérité, est-ce qu'aujourd'hui, ce que je vais dire, ça va donner l'avantage à un de mes enfants ou ça va aider ma communauté ou c'est de passer au-dessus de ça. Donc, c'est cette réflexion-là qu'il faut avoir à chaque fois. Tu as une réflexion tout de suite de bâtisseur, tu t'arrêtais pas à ce genre de choses-là. Non, ça veut dire que j'ai eu mal, mais la chance que j'ai eue, j'étais avec des personnes assez béantes et intelligentes qui m'ont permis de passer au-dessus de ça, en réalité. Je pense. Il y a eu de l'injustice, parce que si tu veux combattre toute l'injustice des quartiers, du racisme, en vérité, tu es à l'arrêt, en vérité. Ouais, non, c'est clair. Et le football t'a beaucoup aidé, finalement, à en quelque sorte, sortir du quartier, parce que j'ai cru comprendre que tu as joué jusqu'en National 3, ce qui est excellent. National. En National, ok. National. D3, c'est 3e division. Parce qu'on a National 3 maintenant, c'est la 5e division en réalité. D'accord. Parce qu'il y a D1, D2, National, 3e division, N2,
4e D'accord. division, la N3 qui est 5e division aujourd'hui. D'accord. La DH, non, c'est la 3e division, ça s'appelle National. Oui, je joue en National, j'ai eu la chance de pratiquer et de jouer avec aujourd'hui des joueurs qui ont fait la Coupe du Monde. Donc oui, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué avec moi. Hein. T'as Fadiga qui a fait la Coupe du Monde. T'as Abdoulaye Maïté qui a fait la Coupe du Monde. Donc t'as beaucoup de joueurs qui ont joué à l'Olympique de Marseille, qui ont joué dans des équipes comme le Sénégal. Donc oui, malheureusement, voilà, c'est pas donné à tout le monde de réussir, même si t'es plus fort. C'est le travail, en fait. Parce que tu peux être fort, avoir du talent, si tu ne fais pas les efforts qu'il faut chaque jour, chaque mois, chaque année, les gens qui sont derrière toi, ils vont te rattraper. Et toi, dans ton cas précis, c'est ça qui t'a fait défaut? Non, je pense que moi, Dieu avait un autre projet pour moi. C'est que, en fait, j'étais bien, mais en voulant aider, en 99, en voulant aider les jeunes de mon quartier, je suis rentré dans la musique. Ah ouais, donc en fait, c'est quelque chose qui n'était pas réellement prévu, ça t'est tombé dessus, et finalement, tu t'es dit, il y a une opportunité, je vais m'engouffrer dans la brèche. En vérité, ce qui s'est passé, c'est que je m'occupais des jeunes de mon quartier, au gymnase, à Chaumont. Et il y a des jeunes qui m'ont dit, on aimerait bien enregistrer un morceau. Et moi, étant gentil comme je suis, je les ai ramenés au studio en face et je les ai fait enregistrer un morceau. Et je me suis aperçu, mais en fait, je connaissais tout le monde. Donc, j'ai commencé à inviter tout le monde. Et c'est parti de là, on est parti sur une compile. Ça s'appelle une mixtape. Et donc, j'ai invité Arsenic, 113, Rof, tout le monde. Et après, on a commencé à faire en disant, attends, comme moi, je joue au foot, comme je sortais du foot, et c'est de la musique. Donc là, j'ai commencé déjà à mettre un peu de stratégie en mettant pur son ghetto. PSG avec les couleurs et tout ça. Et ça fait, en vérité, ça fait un boom. Et ça, tu l'as refait, hein? Oui, ça, j'ai fait en 2000. Et j'en ai fait un deuxième volume en 2002. Ok. Donc déjà, tu avais la stratégie je mettais déjà la stratégie en place. Et après, en 2004, j'ai signé Intouchable. D'accord. Membre de Mafia Quinfri. Justement, j'ai envie de revenir sur cette période parce que pour moi, c'est une période qui est cruciale. On est en 99, tu as déjà la présence d'esprit de te dire je vais faire une compilation. Ça veut dire que déjà t'écoutais, une mixtape, mais donc ça veut dire que déjà tu avais ce truc-là de te dire ok, je sais comment le faire et peut-être que tu avais des gens autour de toi. Comment ça s'est fait? Comment tu t'es dit ça? Parce que les petits, tu aurais pu les emmener en studio, enregistrer leurs chansons et les laisser. Mais finalement, non, tu as dit non, on va faire une mixtape, on va inviter tout le monde et on va faire un truc carré. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je pense qu'il y a eu le feeling. En fait, c'est la plupart des choses que je fais, en vérité, c'est le feeling après. C'est le feeling. C'est comme quand j'étais petit dans mon quartier, les grands de chez nous, tous les mercredis, on allait à la loge, on faisait du break. Et le week-end, on allait à Beaubourg. Et moi, j'étais plus petit, je passais avec ma casquette, ramasser les pièces. Et le samedi, on rentrait, on achetait les thons à la catalane, on mangeait, tout ça. Donc, je pense que tout ce que j'ai, déjà ma double culture, ça a été une richesse pour moi parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais par rapport à ma double culture où j'ai grandi. Le quartier où j'ai grandi, dans le 19e à Danube, grâce aux grands de mon quartier et tout ça, m'ont fait découvrir beaucoup de choses qui fait qu'aujourd'hui, je mets ça aussi en pratique. C'est comme le premier film que j'ai fait, la pièce, c'est l'histoire d'un clochard qui joue au plus près du mur. Et ça, on le faisait dans le quartier. Et je me suis dit, on peut envoyer un message en faisant ce film-là, en disant aux jeunes, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui baissaient les bras, en disant, crois en toi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, même moi, j'ai failli pas croire en moi. C'est-à-dire que je regardais à droite, je voyais tout le monde était bien. Je regardais à gauche, tout le monde était... Et moi, je m'arrêtais dans ma cour, je me disais, mais pourquoi nous? Ça, c'était quand tu étais au collège Non, je n'ai pas été au collège, quand j'étais dans le quartier. Toi, c'est quand j'étais apprenti. De vrai. Quand j'étais apprenti, quand j'envoyais les petits acheter des canettes. Et, non, dans le quartier, quand j'étais assis comme ça, je me disais, mais pourquoi nous, on n'arrive pas? Tout le monde arrive, pourquoi nous? Pourquoi nous? Donc, il y a plein de questions qu'on se pose. Et j'étais avec mon pote, on se parlait, pourquoi? Mais du coup, c'est ça qui t'a donné la rage de vaincre. Parce que là, en fait, j'ai posé plusieurs questions. Tu m'as dit que t'as pas été à l'école primaire, au collège non plus. Mais du coup, c'est le fait d'avoir peut-être manqué de ça qui t'a donné la dalle ou comment ça s'est fait exactement? C'est le pourquoi, c'est le fait de se poser la question comment ça se fait que toi, Je pense que c'est l'envie. Et après, je me posais beaucoup de questions. Mais en fait, eux, ils travaillent, il y a la retraite. Comment ils vont faire si demain, il n'y a pas de retraite? Qu'est-ce qu'il faut en fait T'avais déjà cette présence d'esprit? Oui, j'avais déjà qu'est-ce qu'il faut qu'on va être vieux en vérité? On se disait, il faut une maison pour dormir, il faut une maison pour, si jamais demain tu te maries, t'as ta femme, pour manger, il te faut une autre maison en cas où, il te faut un autre business à côté en cas où. Donc, t'as vu, on avait déjà un truc, on avait déjà fait un programme, on parle de francs là, on n'était pas en euros encore, on était en francs, donc on avait déjà ce truc-là dans la tête.
T'avais une mentalité d'hustler. Et on rigolait. Je lui dis, bah vas-y, toi ça marche bien là-bas, moi ça marche. Le vent, dès qu'il arrive là, il va à droite, à gauche. Je lui dis, toi, bon, va à gauche. Moi je vais à droite. T'as vu? Ouais. Donc voilà, c'était beaucoup de punchlines, on rigolait, mais il y avait la réalité de la vie, la difficulté, il y avait la drogue, il y avait la délinquance. Oui, on était dans des quartiers. Aujourd'hui, on sait comment ça se passe dans des quartiers. C'est très compliqué, ça n'a pas été facile. Voilà, justement, à cette époque-là, c'était comment? Parce que finalement, aujourd'hui, il y a quand même quelques opportunités avec Internet, il y a quand même plus de structures, plus d'associations, mais à la fin des années 90, début des années 2000, en termes de structures, d'associations, de soutien, c'était comment? Il y avait plus de gens, moins? Il y avait moins, largement moins. Regarde, aujourd'hui, les jeunes avec qui je pratiquais le foot, ils sont dans le quartier, ils s'occupent des jeunes du quartier. Donc, il y a un suivi. Et en plus, avec de l'expérience, parce qu'eux, ils ont l'expérience. Ils ont l'expérience de la vie, ils ont vécu comme nous. Il y avait cette difficulté-là, mais là, aujourd'hui, il y a un suivi. Ils peuvent aller au cinéma, ils peuvent aller voir des concerts, ils peuvent aller à la patinoire. Donc, il y a tous ces petits trucs-là que nous, on n'avait pas. Ok. Et donc, revenons maintenant à la production. Tu fais le premier projet, donc la mixtape. Comment ça se passe pour commercialiser tout ça? Est-ce que tu fais comme avec les grands du quartier, vous allez vendre ça dans la rue? Comment ça se passe au départ? Au départ, en vérité, on ne connaît rien. Donc moi, j'arrive, je fais le CD. Et de là, il y avait DJ Crime, il y avait tous les gens qui disaient, ben maintenant, comme c'est même pas des CD, c'était des cassettes. D'accord. Il faut aller à Châtelet-Léal et il y avait Urban Music. Okay. C'était une boutique. Voilà, c'est la boutique du hip-hop. Tout le monde venait acheter là-bas. Donc on a commencé à les déposer là-bas. Et en ce temps-là, nous, on a commencé, moi j'avais ma 405, j'ouvrais le coffre, j'avais des t-shirts, j'avais mon petit calepin où j'allais dans chaque rue de la Solidarité, telle personne a pris un t-shirt, telle personne, dans 10 jours je repasse, telle personne... Mais toi, à l'ère des réseaux sociaux, t'aurais été un... Le but de ça, c'était vraiment de familiariser des gens sur le projet qu'on venait de mettre en place. Et c'est ça qu'on avait réussi, parce que avant donner, c'était énorme. Personne te donnait quelque chose. D'accord. Le fait de donner, c'était énorme. Mais en vérité, en donnant aussi, tu t'ouvrais en vérité, parce qu'en vérité, c'est un panneau publicitaire en vérité. Mais ouais. Tu vois, dans chaque quartier, ils avaient le truc Pur Sang Ghetto. C'est qui lui? Comment il a fait là, tu vois? Donc ça a vraiment marqué un peu notre époque en vérité. Mais c'est ouf parce qu'après, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, quand tu mets de la musique en ligne, en vrai, ça va partout. Voilà. Avant, t'avais mais pas c'est ça. gratuit. Mais en vrai, toi, t'avais déjà cette présence d'esprit-là, te dire, je vais donner, familiariser les gens, et peut-être qu'après, je vais leur vendre quelque chose. Finalement, c'est ça, hein? Oui, mais après, je savais que même s'ils payaient pas, en fait, en vérité, la promo, elle était déjà faite. Ouais. Parce que une fois que quelqu'un met ton t-shirt, c'est comme s'il mettait ton maillot de foot, donc il adhérait à ton club. Ouais. C'est des panneaux publicitaires aussi, en plus. Voilà. Ok, d'accord. Donc ce projet-là, il se fait. Et qu'est-ce qui se passe après? Tu te dis, ok, ça y est, je vais être producteur, parce que j'ai cru comprendre que t'as rappé aussi. Non, en fait, parce que moi, j'aime bien comparer avec le football. Aujourd'hui, tu as été footballeur, bah, tu peux être entraîneur. Ouais. Tu as testé le micro. Ouais. Parce qu'en vérité, moi, je viens d'une famille, à la base, on ne prend pas le micro. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça a été compliqué. Donc, peut-être que si j'avais pas grandi où j'ai grandi ou dans le milieu, peut-être que j'aurais pris le micro en vérité. Mais oui, j'ai testé le micro. Je donne beaucoup d'idées. Je suis dedans. Tu vois, j'ai fait 1 ou 2 morceaux où j'ai posé dessus. C'est des échantillons, on appelle ça. Ouais. Et t'es obligé en vérité pour savoir ce que tu fais et pour savoir si c'est bon, t'es obligé un peu de tester un peu, on va dire. Ouais. Et donc, du coup, tu lâches complètement le foot et tu te mets dans la production. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier qui t'a poussé à arrêter complètement le foot? Non, c'est juste, le temps. Le temps, d'accord. Le temps. Parce qu'après, à un moment donné, quand tu commences à produire Intouchable, c'est du temps. Quand on va en studio, c'est pas 1 ou 2 artistes, c'est tout le quartier qui arrive. C'est pas 1 ou 2 pizzas, c'est 25 pizzas. Ouais. Tu vois, c'est gang. Ouais. Après, tonton David, il venait dessus. Il y avait du Scred. David. Ah oui, il était là. Ah, mais toi, t'as vu tout le monde. En vrai, tout le monde. t'es arrivé à une époque où, en fait, t'as pu le avoir toute la crème de la crème. En fait. J'ai vu tout le monde, 113, Rof, Jean Gabin, tous les mecs là, les anciens qui sont là. J'ai tous vu FD Phénomène. J'étais au concert d'NTM à Bercy, au Zénith, je veux dire. C'était la période où il y avait Kerry James qui arrivait. C'était là où 113, Mafia qu'un Free, ils explosaient. Ouais, ils explosaient, ouais. Avant, il y avait Sector A, tu vois. C'était vraiment... et c'était Kenzie qui arrivait avec sa chemise hawaïenne qui passait vite fait. C'était iconique. Quoi. Quand je regardais, j'avais pas encore ma structure,
Mais je voyais beaucoup de gens qui arrivaient et qui ouvraient des structures, qui refermaient, qui ouvraient. Je me suis dit, le jour où j'arrive, il faut que ça reste. Faut que ça reste. Et en 2004, quand je vais au Mali, je vois une cabine, sur une cabine, il y a marqué Ouahatibé. Ça veut dire tout le temps. Je dis, ah ouais, c'est ça, tout le temps, on ne ferme pas. Maintenant, je me suis dit, si je ramène Ouahatibé, ça va être compliqué ici. Ouais. Donc, j'ai mis un peu de verlan, un peu d'anglais, ça fait Ouatibi, Ouatibé, clean. J'ai ramené ça ici. Et après, dans le temps, comme j'aimais le football encore, quand tu regardais, en vérité, tu m'avais marqué Ouatibé. Il y a 3 bandes en haut, 3 bandes en bas. En fait, c'était avant, même que tu sois parisien, tu as toujours aimé l'Olympique de Marseille parce que quand il y avait Papin, quand il y avait Abidi Pelé, Chris Waddle, c'était. Tous nos parents, ils étaient fans de Marseille. Moser, ça veut dire que c'était vraiment, vraiment l'Olympique de Marseille où il perd contre l'Étoile Rouge de Belgrade. C'était l'Olympique de Marseille, c'était Bernard Tapie, l'homme du business. Donc, je me suis dit, le jour où je fais une marque, il faut que ça dépasse Adidas. Donc, j'ai mis 3 bandes en haut, 3 bandes en bas parce qu'on ne pouvait pas faire pareil. Donc, c'est pour ça. En fait, tu as le sport encore sur le logo Ouatibé et tu as la musique. Mais en fait, le truc, ce que j'aime beaucoup avec Ouatibé, c'est que tu as une mentalité. En fait, tu es un stratège du marketing. Parce que tu sors pur son, tu te dis pas, je vais aller vendre mes CD. Tu te dis, je vais viser sur le long terme, je vais donner des CD. Bon, je pense que tu en as vendu aussi. Mais surtout, tu vas créer des t-shirts. Tu crées des t-shirts, tu fais de la communication. Ensuite, tu arrives sur Ouatibé, tu as capté qu'il fallait l'adapter. Tu l'anglicises, tu le rends sexy en gros, Ouatibé, et tu crées une marque avec des bandes, etc. Et tout de suite, tu as cette mentale de te dire, je vais aller sur le sport, il y a la musique, le cinéma après, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé? Est-ce que tu as regardé ce qui se passait chez les Quinry? Je parle pas Quinry, moi. Peut-être pas. Je parle pas anglais. Je parle pas anglais. Maintenant, je m'adapte un peu, j'arrive à, tu vois, ouais. mots, de temps en temps, des you know, des... Little speak, tu vois. Mais du coup, ouais, c'était comme ça, tu savais déjà que tu voulais te développer à gauche à droite sans avoir d'exemple, d'inspiration. Non, je pense que, en fait, quand je fais quelque chose, comme je te dis, c'est un instinct. C'est pas un truc qui est préparé. C'est comme là, dans la musique, on va dire, j'ai fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est normal que je revienne au foot. Parce que le foot m'a aidé beaucoup dans mon développement musical. Donc, c'est tout naturellement que je reviens dans le football. Et de toute manière, j'ai jamais lâché parce qu'en 2012, j'avais sponsorisé Montpellier Hérault quand ils ont été champions. Après, j'ai sponsorisé Nanterre quand ils étaient champions. Après, j'ai sponsorisé Stade Malherbe de Caen quand ils étaient champions aussi. Et mon retour chez moi au Mali, c'est normal parce que il faut rendre ce qu'on t'a donné. Je pense que c'est normal et c'est un plaisir pour moi parce que quand je vais, par exemple, au Mali, j'ai ouvert une association. Quand j'arrive et que je vois l'année d'après, je vois des petits qui jouent encore avec le même maillot de foot que j'ai ramené, c'est un plaisir. C'est plus tu sais, quand tu donnes ce sourire, je sais pas comment t'expliquer. C'est énorme. Tu vois. Mais je rebondis sur le football. Après, je reviens sur Dry et tes débuts. Justement, tu parlais de sponsors d'équipes de foot, etc. Nous, quand on a vu ça de l'extérieur, c'était une dinguerie. On s'est dit, ah ouais, non, la Ouatibé, c'est vraiment en train de monter en puissance. C'était quoi l'objectif à cette époque-là? C'était du coup de sponsoriser, donc se faire connaître et potentiellement vendre plus. C'était quoi ton objectif à ce moment-là? Parce qu'en vrai, financièrement parlant, t'as dû beaucoup dépenser pour ça, non? Oui, mais après, c'était en fait un 360, comme je dis. C'est-à-dire que quand tu sponsorises, par exemple, une équipe de foot de Montpellier et que tu sais qu'aujourd'hui, tu as la section d'assaut, aujourd'hui, qui est en train d'exploser. On passe dans toutes les villes. Quand tu es sponsor d'une ville, déjà, tu as plus de facilité de remplir une salle. D'accord. Automatiquement, puisque tous les week-ends, en fait, pratiquement tous les week-ends, quand il y a les matchs à domicile, il y a le sponsor Ouatibé qui sort à la télé automatiquement. D'accord. Donc, ça aussi, je pense que stratégiquement, c'était une bonne com, en vérité. Ok. Parce que nous, de notre point de vue, c'était juste énorme. On a juste kiffé, tu vois. Nous, on est des gars banlieue, etc. On voit le grand frère en train de faire ça. On se dit vraiment, c'est une dinguerie. Mais pour revenir, du coup, à tes débuts dans la production, donc tu commences à produire 2004. Tu commences à produire, du coup, Intouchable. Même pas que Dry. Parce que moi, j'ai pensé qu'au début, c'était Dry, mais en fait, c'était Intouchable. D'accord. C'est-à-dire Démon One et DRY. Et dedans, il y a eu le featuring et le morceau sort en 2005. D'accord. Mon premier morceau qui rentre en radio, où j'ai le sourire quand je suis dans ma voiture, c'est le morceau La Gagne. C'était Génération ou Skyrock? Non, Skyrock. Ah ouais. Ça rentre direct et ça a tourné un peu. Ouais. Et après, c'est là que je commence à comprendre un peu
qui dit réussite, si tu dis réussite, dit problème. Après, on a eu un problème. Donc, je suis retourné après avec des RY faire la pure pour les durs. Mais c'était quoi le problème du coup? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a des artistes qui fonctionnent, c'est compliqué de les garder. Ah, on va en parler. donc, comme c'était compliqué un peu avec Démon, ouais. Donc il est parti après à Emu Music, je crois, si je ne me rappelle pas. Donc moi, je suis resté avec des RY. Et de là, on a continué à travailler dans les caves. On a sorti La Pure pour les durs, l'hymne du ghetto. Et on a continué à tourner et tout ça. Et de là, 2005-2006, de là, je rencontre, en faisant des morceaux, des featuring, de là, je rencontre Section d'Assaut. Quand il y a le featuring DRY, H. Magnum. Ok. Voilà. Ok. Et justement, la rencontre avec la section, comment elle se passe? En fait, moi, je suis venu comme ça. Mais en fait, les gens, comme ils savaient que c'était des RY, ils savaient que j'allais venir. Ouais. Donc, eux, ils avaient en fait préparé ce rendez-vous en vérité. Ouais. Mais moi, je n'étais pas au courant en vérité. Ok. Donc, quand je suis arrivé, j'ai vu des petits. Et ça m'a fait rappeler direct au bled, quand on était nombreux, tout ça. Ouais. C'est toi, Dawana. Mais comme j'avais fait déjà Pur son ghetto, donc j'étais regarde comment t'en as. Et là, ils ont commencé à kicker. Les petits, ils étaient super forts. Et après, je les ai pris avec moi, en vérité. Mais moi, je vois ça comme une dinguerie. Point de vue producteur, ça devait être hyper compliqué parce que à cette période-là, dans le rap français, en vérité, alors en groupe, t'as Mafia Qu'un Free, mais ils ont jamais vraiment fait de projet tous ensemble. C'est un peu compliqué. Et t'as très peu de groupes. T'as beaucoup d'artistes en solo. T'as pas de groupe. Clairement. T'avais comment ça s'appelle encore? Sniper, peut-être. En 2002 par là, mais c'était encore La Brigade. Ouais. La Brigade qui vient après, mais voilà, t'avais pas de groupe de 8, 9. Non. Ça n'existait pas, c'était Wu-Tang. Mais c'est ça. Ouais. Mais justement, moi, c'est la mentale que t'as à ce moment-là, parce que tu te dis pas, je vais prendre le meilleur du groupe et je vais le produire. Mais pourquoi? Mais tu te dis, je vais produire les 8 d'un coup. Mais pourquoi? Justement, je te pose la question, pourquoi? Parce que tu reviens où j'ai grandi, de l'âge de 1 an jusqu'à mes 12 ans, c'est dans un cocon famille. Ça veut dire que ce soit le plus faible ou le plus fort. Nous, le but, c'était le groupe, c'est le nom qui fait la force. Donc, moi, quand je prends ça, je me dis, mais t'es un fou, pourquoi tu fais ça? L'autre, il dit, non. J'ai dit, non, on veut ça. Et je pense que ça, là, ça a servi beaucoup à tous ces artistes après qu'on ait immergé de la section d'assaut, qui sont sortis et qui ont réussi. Parce qu'on est resté longtemps ensemble, et on a fait des projets, et je pense que si tout le monde n'a pas réussi, même ceux qui n'ont pas réussi ont servi à ceux qui ont réussi. Ouais. Je pense que cet effet de groupe, ça a vraiment créé un truc de dingue. Mais quand t'es en 2007 par là, tu te dis, t'as les séances studio à gérer, t'as les clips, t'as les personnalités, parce que c'est des artistes, c'est des égos, etc. Il y avait moins d'ego. Pourquoi il y avait moins d'ego? Parce qu'il n'y a pas de réussite. En fait, on n'avait pas d'ego et c'était plus facile à gérer. Ça veut dire que tout ce qu'on se disait, c'était ça, on le faisait comme ça. Après, pourquoi le groupe? Comment la stratégie? Comment mettre en place? C'est vrai, il faut revenir encore où on a grandi. Qu'est-ce qui se passe le jour de la sortie du premier projet qu'on fait qui rentre dans les bacs avec la section? On retourne à Beaubourg. Pourquoi on retourne à Beaubourg? Parce que quand tu reviens en 2006, quand les grands du quartier venaient, on allait à Beaubourg, il y avait tout le monde qui venait là-bas. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, celui qui vient avec le CD, on lui offre un t-shirt. Donc on revient dans la stratégie qu'on faisait déjà en 99. Tout est lié. Tout est lié. Donc, le mec, il se dit, attends, j'achète un CD à 10 €, j'ai un t-shirt à 10 €. En vérité, j'ai gagné. C'est de fou. Et il venait kicker. Et en ce temps-là, il n'y avait pas Internet. Donc, tout le monde filmait, ça venait, ça kickait. Il y avait tellement de monde que les flics sont arrivés, ils ont éparpillé tout le monde. Wow. Mais le truc, c'est que tout le monde prenait les photos, tout le monde, et ça a rentré dans les réseaux sociaux. Okay. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que c'était encore des stratégies où, avant, c'était des tickets. Tu rentres, voir un concert, c'était un ticket. Là, on s'est dit, non, vous allez tous venir à Châtelet. En ce moment, il y avait un magasin des amis qui étaient là-bas. Et par exemple, on a fait la première scène, c'était à Bastille. C'est 400 personnes, je crois. Et il y avait 400 t-shirts brodés, strass et paillettes. Et tu pouvais rentrer qu'avec ces t-shirts-là. Donc, le jour du concert, quand tu prenais le métro, tu allais à Châtelet, tu voyais des mecs avec quoi tu allais à Bastille, tu voyais des mecs avec Bastille. Tu allais là-bas, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, tu rentres chez toi, tu regardes sur ton truc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça a créé beaucoup d'engouement. Toutes ces stratégies qu'on a mis en place, qu'on fait que, après, attention, les mecs, c'était des kickers. Des tueurs, Mais c'était des tueurs, mais on avait ce problème où, aujourd'hui, pour rentrer en maison de disque, parce que le but, en vérité, c'est de rentrer en maison de disque. Donc, quand on présentait, comme ils étaient en avance dans leur temps, c'était pas du hip-hop
C'est pas underground. Ouais, voilà. Donc, c'était compliqué de les rentrer en maison de disque. Parce qu'en fait, la musique, elle avait changé. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne qui signait. Il n'y avait aucun groupe qui rentrait en radio. Et c'était la crise du disque. C'était la crise. Et nous, on a fait ce changement-là qu'aujourd'hui, il y en a plein qui ont oublié qu'aujourd'hui, si le hip-hop est la musique la plus écoutée, c'est parce que dans la période où il y avait la section d'assaut, c'est eux qui ont créé ton engouement-là et qui ont permis à que les maisons de disques re-signent encore des artistes parce que personne signait. Parce que si tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles, ouais. C'est qu'au début, on rentrait pas en radio. Non. Quand on est rentré en radio, là, les maisons de disques ont commencé à ouvrir les portes. Sinon, c'était compliqué. Mais c'est vrai qu'avec la section d'assaut, il y a eu... En fait, moi, comment je l'ai vécu, parce que moi, j'écoutais du rap déjà dans les années 2000, mais quand la section d'assaut arrive, il y a une espèce d'ouverture qui se fait. Parce que dans le rap, on avait vraiment dans la culture, on avait Booba, La Fouine, Rof, etc. Mais dans les artistes vraiment qui touchent les plus jeunes, moi, aujourd'hui, quand je parle à des artistes confirmés aujourd'hui, qui ont 20, 22, 23, les premiers artistes qu'ils ont écoutés, c'était la section d'assaut. Donc, en fait, vous... En termes d'ouverture, il y a une ouverture et musicale déjà, et aussi en termes d'opportunités. J'ai l'impression que les maisons de disques se sont dit ah tiens il y a un nouveau souffle, etc. Mais dans une période de crise du disque comme ça, le fait de réussir à signer et de se dire ok là on va essayer de développer une carrière d'un groupe. Comment tu t'es senti à cette période-là, 2010-2011 là? Non, en fait, comme je t'ai dit, moi, ça a été beaucoup le feeling. Ouais. J'ai gardé, parce que le milieu où j'ai grandi, ma richesse a été ma double culture. Ouais. Et ça m'a permis, en fait, de garder ce cap-là, de ne pas me poser des questions. D'accord. Après, la musique, tu sais, une fois qu'on est rentré, ça a été facile. Ça a été difficile parce qu'à un moment donné, on est arrivé, on était trop haut. Donc, les maisons de disques, c'était compliqué pour eux parce qu'ils n'avaient pas préparé ça. Et il est arrivé ce qui devait arriver, la difficulté et les problèmes. Les problèmes qui ont fait qu'on a été obligé d'être sortis partout, dans les maisons, dans les radios, à cause de la polémique, tout ça. Mais ça nous a servi parce qu'il y a un dicton qui dit que ce qui ne tue pas te rend plus fort. Ouais. Donc, on est revenu encore plus fort. Donc, on était obligé de revenir encore avec des stratégies. Comme en attendant l'apogée, chaque morceau de notre album, il y avait un clip qui était collé avec, ça n'existe pas. On avait sorti ça en attendant l'apogée. On avait cartonné et après on avait sorti l'apogée, ça a été énorme. Voilà. Mais je vais revenir juste avant plutôt. Vous sortez Désolé. Je me rappelle en 2010. Ah, c'est énorme. Ça c'était une dinguerie quand même. Parce que nous on vous connaissait. On savait que voilà, la section d'assaut c'est le nouveau mouvement, tu vois, qui cage. Moi je regardais les vidéos sur Dailymotion, sur YouTube, etc. Et dès que vous faites Désolé, il y a une explosion. Donc, est-ce que c'est avec ce morceau-là que vous rentrez en radio? Non, même pas. Je crois qu'il y avait déjà d'autres morceaux avant. On est rentré en radio bien avec Désolé. Ouais. Maintenant, ce qui a changé en vérité, tu as raison, c'est que Désolé, même les gens qui rentraient en prison, ils chantaient ça. Alors que nous, à la base, on était en mode bobo, quartier bobo. Ouais. Donc, même les prisonniers, ils chantaient Désolé. Donc, on se dit même le mec le plus gangs, il va dire désolé à sa mère. T'as vu. Donc le morceau, c'était un des morceaux qui a vraiment amené Section d'Assaut au sommet. C'est dingue. Ouais, ça a été un vrai morceau qui a tourné la page de la musique. Et toi, en tant que producteur, justement, gérer autant de personnalités dans un groupe, comment ça a été pour toi? Parce que finalement, il fallait donner du temps à au moins 3 gros artistes vraiment qui ont pété, les Lefa, Maître Gims, Black M, etc. Et il y a tout le reste. Comment ça se passe en termes de gestion du temps avec tous ces artistes? Non, parce qu'au début, tu sais, comme j'ai expliqué, les problèmes viennent quand il y a la réussite. D'accord. Les problèmes viennent quand il y a la réussite. Et ça peut être normal. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, toi aussi, tu peux le faire. Et c'est vrai. Tout le monde peut le faire parce que la preuve aujourd'hui, l'un des plus gros producteurs aujourd'hui dans le milieu hip-hop, c'est Barack Adama. Donc aujourd'hui, il est un artiste qui fonctionne bien. Donc oui, après maintenant, je pense que ça n'a pas été fait comme ça aurait dû se faire. Je veux dire. Voilà. Ouais, ok. Bon, on va aller là-dessus. J'ai envie d'en savoir un peu plus et je vais te poser les questions directement. En fait, je vais te dire, moi, je suis beaucoup ce qui se passe dans le rap US, etc. C'est un peu le truc de la chaîne et je suis aussi beaucoup ce qui se passe en France. Et il y a toujours ce problème qui arrive
entre le producteur et l'artiste au bout d'un certain temps. Au départ, vous commencez ensemble, tout semble bien se passer, en tout cas de notre point de vue à nous. Et il y a le succès et les choses commencent à se gâter. Qu'est-ce qui s'est passé exactement entre toi et la section? Après, il faut savoir que dans la musique, il y a beaucoup d'ego, surtout dans la section d'assaut, donc il y a beaucoup il y a beaucoup d'artistes. À un moment donné, quand il y a la réussite, il y a certains qui ont envie de faire leur solo. Après, ils ont envie de faire eux-mêmes leur projet. Tu vois, qu'est-ce qui peut être compréhensible. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'histoires qui ont été dites. Je pense que tu veux venir par rapport à la sortie du projet, section d'assaut, tout ça. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé parce qu'en fait, moi, je suis producteur. Qui dit producteur, comment je vois la chose, moi, dit père de famille. Donc, quand il y a un conflit interne dans une maison, je pense que le but, c'est pas de le mettre partout. Et je pense qu'aujourd'hui, même si l'album n'est pas sorti, les artistes sont partis en studio, ils ont fait des morceaux, on était à 2 doigts de sortir le projet. Je pense que si moi, j'aurais réagi autrement, on n'aurait pas pu faire tout ça et la tournée. Donc, à un moment donné, j'ai accepté, on va dire, d'endosser le mauvais rôle pour pouvoir arriver où on en arrive aujourd'hui. Après, il faut savoir quelque chose dans la musique, c'est que chaque groupe, chaque réussite, il y a toujours eu après des problèmes. Pourquoi? Parce que c'est l'humain. À un moment donné, tu te dis, moi aussi, je suis capable de le faire. Toi, en tant que producteur, tu vas lui dire, oui, tu es capable de le faire, mais attends de finir ta carrière musicale pour pouvoir faire de la production. Reste à côté de moi, tout ça. Mais le problème qu'il y a, c'est que moi et les artistes, on n'est plus tout seuls. À un moment donné, quand il y a une réussite, il y a d'autres voix qui viennent, il y a d'autres personnes. Et malheureusement, et c'est les artistes qui sont comme ça, tu verras de toute façon un artiste qui sort un projet, il a toujours peur de flopper. Et c'est normal. Même quand tu joues un gros match, tu as toujours peur de... Et c'est très bien. C'est là où tu fais des gros matchs. Donc, il a toujours peur. Et là, arrive la facilité. La facilité, c'est que je ne vais pas dire des opportunistes, parce que ça fait partie de la vie, des personnes viennent et lui donnent cette confiance-là et lui font comprendre qu'en fait, c'est avec eux qu'ils vont réussir. Et comme l'artiste n'est pas aujourd'hui, n'a pas assez la lucidité et la réflexion pour se dire qu'en vérité, je peux le faire, c'est de croire en soi-même, tu vois, et d'être avec les personnes avec qui tu as débuté, tu es capable de continuer. Ils se disent, bah non, mais lui, ton truc, moi, je préfère. Donc, on rentre dans une facilité où il y a un conflit. Et c'est pour ça que j'ai dit, moi, aujourd'hui, Watibé, c'est un centre de formation. Et aujourd'hui, je accepte que c'est le Clairefontaine du rap français parce que ça a sorti beaucoup d'artistes. Et ces artistes-là, aujourd'hui, sont producteurs. Donc, c'est d'accepter le roulement de la musique. Ouais. Et les problèmes aussi, d'accepter ces problèmes-là. Alors, il y a plein de questions qui me viennent en tête. Première chose, ce que tu me laisses entendre, c'est que c'est un problème de business, peut-être. Un problème, un accord de business entre les artistes, peut-être. C'est peut-être pour ça que ça a bloqué. C'est pas artistique, visiblement, parce qu'ils ont fait leur tournée, t'as réussi à les rassembler. Ils ont fait leur tournée, mais ils ont chanté sur quoi? Sur les hits de l'époque. Les hits de l'époque. Aujourd'hui, ce que les gens ils veulent, c'est... Aujourd'hui, il faut savoir que la musique, elle a changé. Ouais. Ce qui se passait il y a 14 ans, les petits, ils n'écoutent pas la même chose. C'est clair. Donc, ils sont rentrés en studio. Peut-être qu'eux-mêmes, ils n'ont pas adhéré au projet qu'ils ont fait, tu vois. Et donc, ils ont décidé parce qu'ils sont rentrés en studio. Parce qu'après, c'est vrai que vous avez pu entendre, oui, il a bloqué, mais un producteur ne peut pas bloquer un projet tel que celui des Retours des Rois. Parce que le début du projet, au début, on voyait déjà la finale. La finale, c'était le Retour des Rois. Comment un producteur, moi, je peux pas, en vérité. Ouais. Je peux pas bloquer un projet comme ça. C'est mon image, c'est mon truc. Maintenant, certes, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Ouais. Et aujourd'hui, même quand tu regardes les choses qui ont été dites, tu regardes au début, tu vois que c'est plus la même chose. Il y a des changements, il y a oui, non, on peut pas. Oui, il nous a bloqué. Oui, mais en fait, les morceaux, ils sont pas bons. Oui, tu vois. Mais maintenant, aujourd'hui, moi, mon but, c'est pas d'aller voir un tel ou un tel dire que non, mais en vérité, c'est pas ça. Mon but, c'est quoi? C'est ce que je fais là, c'est de sortir des projets. Moi, je suis un businessman. Je suis pas là pour aller voir Pierre, Paul, Jacques, lui dire que non, en fait, je vais pas voler le croissant d'un tel ou autre. Ça fait partie du film. Ouais. Tu vois. Donc, moi, en tout cas, j'ai endossé ce rôle-là. J'ai endossé ce rôle-là pour arriver aujourd'hui où j'en suis. Voilà. Je parlais à un producteur, un exec de maison disque, et il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est que les meilleurs artistes sont très souvent ingrats. Alors, moi, personnellement, je m'adresse à personne en particulier. Je pense que plein d'artistes avec qui je parle vont peut-être penser que je pense à eux. Je ne pense pas à eux, mais justement, je voulais poser la question à un producteur successful qui a réussi.
Et je voulais avoir ton avis. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, les meilleurs artistes sont ingrats? Dans la musique, le syndrome de l'ingratitude, il existe. Ok. C'est vrai. Aujourd'hui, je peux pas te dire que tous les artistes ils sont ingrats parce que déjà, je pense que j'ai pas encore fini ma carrière et j'espère que j'ai pas. Ah bah de là, finir t'es ma un carrière. gros artiste, là. Et c'est vrai que certains le sont. Mais aussi, je peux pas dire que tous les producteurs, c'est des bons producteurs. Je peux pas dire que tous les rappeurs, c'est des bons rappeurs. Je peux pas dire, tu vois, il y a des choses. C'est-à-dire que chacun, en fait, voit par rapport à son vécu. Moi, par rapport à mon vécu, j'estime que le travail que j'ai fait avec tous les artistes, et si on en est arrivé là, c'est qu'il y avait de l'amour. Hmm. S'il n'y a pas d'amour, c'est impossible. Mais ce qu'on pourra dire, et ce on ne pourra pas retirer, c'est que tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas un dialogue avec un producteur comme Dawala. C'est-à-dire que si on a vécu avec cet amour-là, s'il y a eu quelque chose qui se passe, c'est qu'en vérité, c'est pas lui. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et globalement, lorsque le groupe et les artistes du groupe commencent à partir en solo, etc., on voit qu'ils sont toujours encore sur Watibé. Comment toi, tu vois les choses à ce moment-là? Parce qu'en vérité, ça a été la fin d'une époque. Les artistes ont commencé à faire chacun leur truc. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que chaque artiste avait sa propre stratégie, j'ai l'impression. Tu vois, Black M, il touchait, on va dire, plus les jeunes, les enfants, etc. Maître Gims, c'était plutôt, on va dire, plus, entre guillemets, variété, donc pop. Comment tu gères justement cette transition entre un groupe à gérer et des personnalités solo qui essaient de développer leur carrière? Après, comme j'ai dit, j'ai la chance d'avoir des personnes qui travaillent avec moi. Donc, il y Ouais. avait Jeff, il y a Aruna, Raja, donc il y avait Axel. Donc, il y avait beaucoup de gens autour aussi du label qui s'occupaient de chaque artiste en vérité. D'accord. Après, il y a eu la maturité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas comme si c'était des jeunes artistes qui sont arrivés. Ils étaient autonomes. Ils étaient autonomes. Après, c'est vrai que c'est pas l'amour que tu peux jeter, c'est par rapport à la réussite. Bien sûr, il peut y avoir de la jalousie. Si tu mets X somme sur un album un clip de Gims et tu mets X sur un autre artiste, donc c'est normal. Et ça fait partie de ça, la jalousie. C'est normal qu'il y a de la jalousie. Maintenant, c'est la concurrence. C'est comme ça. Mais je pense que j'ai pas eu trop de problèmes à ce niveau-là. Je pense que le problème vient que aujourd'hui, moi, je suis indépendant et il y a des autres indépendants, il y a des maisons de disques qui sont là. C'est la course. Ouais. C'est la guerre. Et justement, comme ça, c'est les offres. Ouais. Oui, il y a des trucs de traîtrise. C'est normal. C'est comme ça. Tout le monde essaie de voir midi à sa porte. Et justement, comment ton métier a évolué entre le début de ta carrière et aujourd'hui? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en termes de personnalité, de milieu, de moyens de gagner de l'argent. Comment c'est aujourd'hui par rapport à tes débuts? De toute façon, moi, j'ai commencé, comme je disais, avec les cassettes. Ouais. Donc, je savais que ça allait changer. Là, on est dans le stream. Ouais. Et comme j'explique, moi, je sais beaucoup de football. C'est le triangle. Donc, c'est triangle, c'est 3 projets. Il y a la production, il y a le textile. Et aujourd'hui, on fait les concerts. Donc, ça veut dire que dans tout ça, fait que quand la musique fonctionne, tu essaies d'alimenter les autres qui ne fonctionnent pas trop pour que le jour où la musique, ça commence à descendre un peu, les autres projets puissent réussir, quoi. D'accord. Et là, tout à l'heure, tu parlais de traîtrise, de l'industrie, de comment ça fonctionne, etc. Toi, en tant que producteur, finalement, tu as été indépendant, tu as fait ton truc et tu as bâti ton empire dans la musique. Ça a été quoi les plus gros challenges auxquels tu as dû faire face en plus des artistes et de leur personnalité? Survivre. La longévité. Parce que, en fait, tu sais, quand je te dis, les problèmes ils viennent quand ça fonctionne. Ouais. Donc, quand tu as eu ta première réussite, les gens, ils ne souhaitent pas tous, surtout les gens qui ne sont pas du même camp, tu vois. Et quand tu as une deuxième réussite encore, les gens ils commencent à parler, c'est de la chance, c'est de la chance. Quand une troisième c'est de la chance aussi. Après, quand ça vient à 4, je pense que la chance, elle est partie. Donc, en fait, c'est de résister parce qu'en fait, pour arriver, quand on a envie d'arriver, quand on a faim, on arrive. Mais le plus dur, c'est de rester. Ouais. C'est de rester et, comme tu as dit, essayer de varier tout pour que demain, quand ça ne marche plus, au moins, tu as pu placer dans des autres projets qui vont fonctionner. Ouais. Mais justement, en parallèle du succès musical de la section d'assaut, tu as Watibé, la marque de vêtements qui fonctionne. Comment tu la développes, en fait? Parce que finalement, c'est un métier totalement différent de la musique.
Mais pourtant, ça a cartonné, tu vois. Moi, ici, dans cette pièce, je sais qu'il y en a qui ont porté du Watibé, etc. Comment tu fais pour jongler entre les deux? Au début, c'est vrai que quand la section d'assaut fonctionnait, c'était streetwear. Donc, il y avait des casquettes, tout ça. Aujourd'hui, comme je dis, le sport, il est important pour moi. Et il m'a donné beaucoup de choses. Et c'est le Wasport. Ouais. Ça veut dire aujourd'hui, c'est les équipements, shorts, chaussettes, survêtements, sacs, tout ce qui est autour du football, mais aussi du basket. Et donc, on a poussé dans ça parce qu'on vient de là-bas, en fait. On vient du sport. Donc, pour moi, c'était tout à fait naturel. Après, on a ouvert une structure de Wati Consulting qui s'occupe d'accompagner les petits jeunes de 11 ans jusqu'à leur majorité, ce qui signent pro, dans le monde du football. Donc là, on a le Watibé Consulting. Pourquoi Watibé Consulting? Parce que moi, j'ai pratiqué le football, mais je n'ai pas eu la chance d'avoir des gens qui sont grandis dans le même milieu que moi, qui sont experts et qui peuvent m'accompagner et me conseiller jusqu'à que je devienne professionnel. Donc, c'est pour ça que j'ai ouvert le consulting. Ça fait, là, aujourd'hui, ça fait presque... Ça va faire 9 ans que la structure est ouverte. Et tu as accompagné des sportifs qui sont allés... Aujourd'hui, qui ont signé pro. Qui avaient commencé à l'âge de 11 ans et aujourd'hui, ils ont signé, ça fait plus de 2 ans, 3 ans, ils ont signé pro. Donc, on a ouvert cette structure-là et ça continue à évoluer. Et je pense qu'avec l'expérience qu'on a footballistique, je pense qu'avec l'expérience du business qu'on a, et je pense qu'on peut être aujourd'hui l'une des plus grosses structures pour réussir dans ce domaine. Wow. Et du coup, tu es un peu manager, du coup. Tu es agent de footballeur, du coup. Attention, il y a des termes, parce que c'est pas la même chose que la musique, il ne faut pas se tromper. C'est ça, c'est pour ça que j'ai dit agent. C'est quand ils ont 18 ans, ils ont le droit d'avoir des agents. Sinon, nous, on est des conseillers. D'accord. On conseille le jeune, on conseille la famille. Donc, on les conseille sur par exemple, le week-end, quand ça ne va pas, quand le joueur il a pas fait un bon match, sur ses défauts. Voilà, c'est qu'on les conseille, en fait. D'accord. Et après, à 18 ans, potentiellement, vous devenez potentiellement, s'ils sont contents. S'ils sont contents de nous, on peut devenir, on a la structure pour devenir agent. Tu as dû vivre un peu ton rêve à travers eux, non? Vivre mon rêve par rapport à eux, non. Enfin, ton premier rêve, quoi, tu vois. Parce que tu as plutôt bien réussi en dehors de ça, tu vois. Ouais, mais en vérité, plutôt par rapport avec ceux que j'ai joué, tu vois, ceux qu'on fait les Coupes du Monde, quand je les vois, on se charrie. Mais toi, tu rigoles, tu fais la Coupe du Monde. Je te fatiguais tous les week-ends là-bas. Tu n'as jamais pris une coupe, c'est moi qui m'occupais de toi. Là, oui, par rapport à eux, non, par rapport aux jeunes, je suis content. C'est-à-dire que moi, en vérité, je pense que là où j'ai un peu de force, c'est que sur la production, sur les humains, sur le business, je pense que j'ai beaucoup appris par rapport à mes parents. Parce que mon père, il fait partie des premiers en fait Maliens qui sont arrivés ici en France et il ramenait ses cousins. Il venait chez mon père, ça dormait. Et après, il leur trouvait une maison, ils allaient se marier et lui, il réglait tous les problèmes de la famille. Il réglait tous les problèmes de la famille au lieu de régler ses problèmes à lui. Donc, je pense que j'ai beaucoup appris sur mon père et sur ma mère qui était au marché, qui faisait beaucoup du business. Wow. Et donc, du coup, tu parlais de Wasport, parce que moi, du coup, je connais plus Watibé de base, la marque. Wasport, tu l'as développé à partir de quand exactement? Consulting, là, vient d'être créé là. Mais j'avais déjà commencé à travailler parce que je savais où j'allais en venir. Et la difficulté, c'est que moi, des fois, j'ai des trucs dans ma tête. Quand je parle, les gens, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas la vision. Ça met du temps. Après, ils disent, il est déjà en avance. Alors que là, maintenant, la plupart des gens, tu viens de dire, que ce soit les Américains, ils sont dans le consulting, ils sont dans le management. Ils viennent d'arriver là, ils ont fait des grosses réussites. Et moi, ça fait déjà 9 ans déjà que je savais que j'allais arriver à avoir le consulting. Parce que forcément, moi, je n'ai pas voulu faire le parallèle, tout ça, mais Roc Nation Sport avec Jay-Z, c'est ce qu'il a fait, lui, de son côté. Ce qu'il vient de faire. Il a fait, je crois, il y a quand même 5 ans. Ouais, 5 ans. Et toi, c'était 10 ans. J'avoue, on a commencé à 9 ans. Il y a 9 ans, mais il y a 2 ans déjà que j'en parlais. Mais du coup, tu as développé Wa Consulting et Wasport. Wasport. Comment tu fais pour t'entourer et pour développer 2 structures comme ça qui sont complètement différentes finalement? Le seul lien, c'est le sport, mais en termes de métier, en termes de savoir-faire, c'est complètement différent finalement. Tout à fait. Après, moi, je pense que j'ai le savoir-faire. La chance que j'ai, c'est que les personnes qui travaillent avec moi dans ma structure, j'ai de la chance qui sont là déjà et qu'ils ont confiance en moi. Et avec l'expérience, le temps qu'on a passé ensemble, la plupart, ça fait plus de dizaines d'années.
Et je pense que c'est beaucoup grâce à eux, parce qu'ils sont d'accord que moi, je suis devant. Parce qu'en vérité, tout ce que je fais tout seul, j'aurais pas pu le faire. Donc, ça veut dire aujourd'hui, j'ai de la chance d'avoir une équipe qui est derrière moi, que ce soit dans le consulting, que ce soit dans le sport, que ce soit dans tout ce que je fais, et qui ont confiance. Parce que c'est pas facile de travailler avec quelqu'un qui n'a pas fait énormément d'études. Parce qu'à un moment donné, quand tu es avec des gens qui font des grosses études et ils arrivent et ils sont près de toi, tu es obligé de leur montrer tout. Donc, ils se disent, ah, mais moi, j'aurais pu faire mieux que lui, je peux faire comme lui. Comment tu vois. Donc, ça, c'est important de dire et d'expliquer aux gens que si tu fais pas beaucoup d'études et que tu n'as pas fait, il faut être bien entouré. Donc, si tu n'es pas bien entouré, c'est très compliqué. Ouais, mais justement, comment tu fais pour t'entourer? C'est les gens qui viennent te voir ou c'est toi qui as la vision et tu vas chercher les gens, tu les recrutes? Ben, je ressens en vérité, je ressens les choses. Ouais. Et après, moi, je recrute pas. C'est plutôt les gens qui sont avec moi qui recrutent. Moi, je ressens. C'est-à-dire que dès le début, les personnes que j'ai prises sur une dizaine, bah, tu vois, il y en a 5, je ne me suis pas trompé. Ok. Voilà. Alors, on a parlé de Wasport. C'est quoi, j'ai envie de rester encore un peu sur Wasport avant d'aller sur l'équipe Smile et tout, parce que tu as fait d'autres trucs. Sur Wasport, du coup, là, tu me parlais d'équipements sportifs, etc. Mais c'est comment c'est exactement? Où est-ce qu'on trouve les produits? Aujourd'hui, tu les trouves à Bamako. Parce que je vais à un magasin là. D'accord. On a ouvert un complexe Wachibé. Ouais. Où il y a tout. Il y a le terrain de foot, le petit Five. Et il y a le magasin Wachibé. Donc, tu peux le trouver là-bas. Où il y a tous les sports. Mais même ici sur place. Mais on fournit beaucoup plus, par exemple, là, les clubs de foot. Ok, vous êtes fournisseur de clubs de foot. Fournisseur de clubs de foot. Et normalement, bientôt, là, il y aura en vérité une activité qui va être ouverte à Châtelet, dans le magasin où on était depuis le début. Et donc, ce sera aussi sur le sport, sur les maillots de foot Wachibé. Ok, d'accord. Et donc, en ce qui concerne l'équipe Smile, parce que finalement, c'est aussi l'une de tes créations, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai participé avec toutes les personnes qui étaient à l'intérieur. Ouais. Au début, c'est vrai au début, mais après, je me suis concentré sur Wachibé. D'accord, ok. C'est pas il y a une séparation aussi, j'ai l'impression, là-bas. Non, j'ai décidé de me concentrer. Tu sais, des fois, tu vas dans des projets et c'est peut-être pas la bonne direction. Et donc, moi, aujourd'hui, je me suis concentré sur ce que je sais faire de mieux, en fait. Ouais. Voilà. Donc, le sport, le sport en soi, le textile et la musique. Et la musique. Voilà. Et la musique, justement, moi, j'aimerais te parler d'un artiste que j'aime beaucoup, que tu as signé, Tiakola. J'aimerais savoir comment la rencontre s'est faite et comment les choses sont faites. Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, mais moi, j'aimerais savoir comment les étapes et comment 4 Queues a signé et comment Tiakola t'as pu le développer. Il faut me faire un film. Ouais, non, mais carrément, pour aller vite, en gros, moi, j'avais signé 4 Queues, c'est vrai. Après, il y a eu des complications. Et donc, après, j'ai gardé 4 Queues. Et il y a eu 2 groupes, donc 4 Queues Gang et 4 Queues. Et j'ai développé. On a sorti 3-4 projets. Et on a sorti le dernier projet qui a fait disque d'or avec les 4 Queues. Après, Tiakola, il a fait son solo, qui vient de sortir il y a 5 mois, qui a explosé, qui est double disque de platine. Et ce week-end, il fait son Olympia complet. Et je pense que oui, c'est le chanteur, le rappeur français qui est aujourd'hui, qui a la cote et qui monte et qui est jeune. En termes de longévité, quand tu as un producteur, c'est le truc le plus dur, comme on s'est dit. Et toi, en tant qu'entrepreneur-producteur, comment tu sens les talents? Comment ça se passe en termes de développement? Et qu'est-ce qui te donne encore la dalle? Désolé, je suis... Non, mais ça, je les sens. Je connais la musique aujourd'hui, donc je peux sentir un artiste qui a un potentiel juste en l'écoutant et en voyant comment il se comporte et tout ça. La dalle, tant que j'ai mes chicots, j'aurai toujours la dalle. La dalle, je pense que la dalle, elle vient d'où, la dalle? Pourquoi tu as envie de résister? Pourquoi tu as envie de rester? Je pense qu'il y a une partie d'injustice qui fait que tu n'as pas envie de montrer aussi et tu n'as pas envie de montrer aux gens, c'est moi le meilleur. Tu vois, il y a ça qui te motive. Tu as beaucoup de gens qui t'aiment pas, tu vois, qui sont dans le milieu, qui font des trucs d'hypocrite. Ça te motive les haters, entre guillemets? Oui, parce que, tu sais, ils veulent te fermer des portes, mais en fait, ils n'arrivent pas à te fermer des portes, tu vois. Oui, donc, je pense que tu as ça aussi qui te motive. Ça fait partie de la motivation et aussi l'envie.
l'envie de ramener des gens qui ont été comme toi, qui ont grandi sans goûter. Parce que j'ai envie de dire, sans goûter, qui ont grandi lit superposé, matelas au sol, et de les ramener en haut, au top niveau. C'est une joie. C'est-à-dire parce que moi, j'étais dans ce milieu-là. Quand j'ai commencé, on parle de Pur Sang Ghetto, mais avant Pur Sang Ghetto, j'ai la réussite de Wachibé. J'ai tourné pendant 12 ans. Tu vois, aujourd'hui, les gens, ils se disent ouais, moi, je suis pressé, 2-3 ans, j'ai envie d'être pro, oui, j'ai envie d'être chanteur, j'ai envie de réussir, pourquoi je ne réussis pas? Moi, pour arriver, j'ai attendu 12 ans. Et je sais que quand j'avais fait les premières compiles, Sefiu, il était venu, ils n'étaient pas connus, ils posaient, il y avait plein d'artistes qui posaient. Et à chaque fois, je les voyais, que ce soit 13, que ce soit tout le monde, ça explosait. Je dis, mais pourquoi pas moi? Pourquoi eux? C'est des questions que je pose. Pourquoi eux, ils fonctionnent? Moi, je ne fonctionne pas. Après, je vais sur place. Et après, il y a des choses que je vois. Et je me dis, ah, j'ai compris. C'était pas mon heure. Parce que si j'aurais réussi, quand j'aurais voulu réussir, bah, j'aurais pas eu la même réflexion que j'ai là, en vérité. Et c'est pour ça que j'ai toujours ce truc-là, à dire, dis bonjour à chaque étage que tu montes, parce que c'est les mêmes personnes que tu vas voir quand tu redescends. Et si tu as oublié de leur dire bonjour, ils vont te dire, bah, on redescend. Mais finalement, t'es pas redescendu encore. Pas encore, mais je sais que je vais redescendre et j'espère que quand je vais redescendre à ton étage, j'espère que tu vas me serrer la main. Oh, t'inquiète. En général, je suis OK avec ça. Donc, c'est-à-dire que demain, si j'aurais voulu un interview, bah, tu m'aurais accepté. Quoi. Oh, j'aurais accepté, bien sûr, j'aurais accepté. T'as toujours beaucoup de choses à raconter, regarde. En ce qui concerne Tiakola, qu'est-ce que tu disais que t'as vu quelque chose en lui? Qu'est-ce que tu as vu directement en lui? C'est sa musicalité, les choses qu'on a l'habitude de dire sur lui ou autre chose? Bah, de toute façon, quand tu vois, par exemple, un Tiakola, quand tu vois un Maître Gims, ou tu vois un Dadju qui était dans Wachibé, ben, tu vois qu'ils ont un petit truc en plus. Mais maintenant, le problème, c'est que les gens ils oublient quand tu nais, tu meurs. Ça veut dire que pendant la période où tu es au top niveau, il faut en profiter. Ouais. Tu vois? Donc, c'est les numéros 10. J'aime bien me comparer encore avec le football. C'est comme quand tu vois le milieu de terrain, techniquement, qui a le ballon, tu vois automatiquement qu'il y a une différence. Donc, lui, tu vas pas le mettre 6 ou truc, tu vas le mettre créateur dans le jeu. Donc, voilà. Ok. Et donc, Tiakola, c'est créateur dans le jeu. Et tu as vu t'as vu ce truc-là qui avait pas dans les autres artistes. Mais c'est quoi? Comment ça se concrétise? C'est en studio? Après, c'est le travail. Ouais. Après, c'est le travail. Attention, il y a beaucoup de gens qui ont du talent. Ouais. C'est pas parce que tu as du talent que tu vas réussir. Mm-hmm. Après, c'est l'histoire que tu vas faire. C'est comme pour aller voir un film. Pourquoi tu vas aller voir un film de Superman? Parce que tu sais qu'il y a la cape, il va voler quand il y a un problème. Donc, ça veut dire que aussi, il n'y a pas que la qualité de l'artiste, il y a la stratégie qui va être mise en place pour que le public adhère. Ouais. Voilà, et c'était quoi la stratégie à l'époque? La stratégie avec Tiakola? Je pense que ça a été le groupe. Ça a été toutes les histoires qui ont été autour de Tiakola. Après, il passe bien. C'est quelqu'un qui est joyeux. C'est un jeune. Et il a tout, en fait, pour réussir. Et contrairement à la section d'assaut, tu te montres pas toujours avec l'artiste. En tout cas, moi, j'ai pas le souvenir de t'avoir vu avec l'artiste. Tu le laisses vivre, tu le laisses devenir une star. Tout à fait. Et toi, tu te mets plus en retrait. Tout à fait. Est-ce que c'est un choix dû à ce qui s'est passé avant, de prendre plus de recul avec l'artiste et le laisser vivre, ou il y a autre chose? Non, c'est un choix. Après, moi, je suis quelqu'un, comme je dis, je fonctionne beaucoup avec le cœur. Ça veut dire que si tu me donnes, ben, je te donnerai. Si je vois que tu me donnes moins, ben, je me mettrai plus à l'écart. Tu vois, je suis comme ça. Après, maintenant, j'ai décidé, certes, de prendre un peu plus de recul par rapport aux artistes, parce que, avec l'expérience que j'ai eue, c'est compliqué, en fait, d'avoir autant de réussite et de se donner autant et d'avoir autant de déceptions. Donc, j'ai décidé un peu de prendre un peu plus de recul, mais je suis toujours là quand l'artiste il a besoin. Je suis toujours là pour donner des conseils. Je suis le même, quoi. Mais je fais attention parce que à un moment donné, je me dis, l'artiste aussi, à un moment donné, il peut être avec toi parce que il a besoin de toi. Et à un moment donné, quand il commence à être en haut, il a besoin de voir d'autres personnes, d'écouter d'autres choses pour pouvoir évoluer. Donc c'est vrai que j'ai plus la même stratégie et la même peut-être envie qu'au début de ma carrière où j'étais trop impliqué peut-être. Ouais. Trop.
Quand je dis trop, c'est-à-dire que, en fait, les gens, ils parlent de producteur, mais moi, j'étais pas producteur. J'étais plus que producteur. Là, tu m'appelais à 4 heures du matin, j'étais là. Dès qu'il y avait un problème, même ton frère, il avait un problème, j'étais là. J'étais là partout. J'étais plombier, carreleur, banquier, j'étais tout. Donc, voilà, c'est vrai que quand tu fais ça, et quand tu as de la déception, bah, ça te fait mal. Ouais. Donc là, tu prends plus de recul maintenant. Je prends plus de recul. Je fais vraiment plus un travail, on va dire, de producteur, de simple producteur. Mais quand il y a des personnes que j'aime bien, j'en fais plus. Voilà. Il faut que ce soit la demande de l'artiste plus. Parce qu'à un moment donné, tu te retrouves dans ce que tu fais de trop et de bien, à que ce soit des reproches. Ouais. Tu comprends ? Ok. Et des reproches, t'en as eu beaucoup du coup Oui, après, ça fait partie de la réussite. De toute façon, je n'aurais pas eu de reproches. Et si j'étais la personne parfaite, je n'aurais pas eu autant de réussite. Pour que je sois parfait, il faut que je fasse rien en vérité. Ouais, non, c'est clair, voilà. C'est clair. Et aujourd'hui, en tant que producteur, et c'est une réalité, tu vas produire 1, 2, 3, 4, 5, 6 artistes. Et sur les 5, 6 artistes que tu vas avoir, il y en a peut-être un qui va péter et vraiment faire en sorte de rembourser les autres artistes. Ouais. Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que tu es dans ce métier-là et tu prends à chaque fois ce pari-là finalement parce que tu as signé les 4 queues, c'est quand même Tiakola qui ressort du groupe. Est-ce que jouer à chaque fois entre guillemets à ce jeu-là, c'est-à-dire signer des artistes, investir sur eux et potentiellement perdre de l'argent, est-ce que c'est quelque chose qui encore aujourd'hui te drive? Où tu te dis à chaque fois que tu signes un artiste, ok, c'est peu importe ce qui se passe, le but c'est de le développer et on verra après. Je me dis le but c'est de développer. Après maintenant, bien sûr, il faut dire merci aux artistes parce que grâce aux artistes, autour de Dawola, tu as au moins 8, 9, 10 personnes qui travaillent. Ouais. Donc ce travail-là aussi, même ce jeu-là, à chercher des artistes dans ton centre de formation qui permet de faire ces réussites-là, même si derrière, c'est vrai que sur l'artiste, tu gagnes et peut-être sur les autres, tu perds, permet de continuer à travailler et à faire travailler les gens qui travaillent avec toi. Après, c'est comme on fait là, de faire plusieurs projets, comme la Nuit du Mali, qu'on a fait la Nuit du Mali en 2017, en 2019. Donc, ça permet de faire plein de choses autour, ou la pièce, le film, tu vois, ça nous permet d'aller à peu près un peu partout. Un peu partout, d'accord. Et à partir de quand tu te dis avec un artiste, ok, on a beaucoup travaillé, ça ne fonctionne pas, vaut mieux qu'on arrête? En fait, l'artiste lui-même voit, de toute façon, tous les artistes qui sont chez nous, comme je dis, c'est la famille, ils voient tous qu'en vérité, si tu ne marches pas, c'est que tu es en perte. Et si tu es là pendant 5-6 ans, c'est qu'on a été en perte, mais on a quand même voulu au maximum essayer de te développer, essayer de t'amener au top niveau. Et à un moment donné, tu sais, c'est malheureux. Hein, tu vois, il y en a qui réussissent pas, il faut qu'ils aient travaillé. C'est comme ça. Ouais. C'est comme nous. Demain, si ça fonctionne plus, il faut fermer la porte. Il faut aller travailler. C'est comme ça. Clair, c'est clair. Et pour revenir sur Tiakola, là, récemment, il a été nominé aux Victoires de la musique et on a tous été choqués du résultat. Pas tous, même celui qui a pris le trophée, il a été choqué. Lui-même il a dit Tiako, désolé, mais c'est normal. C'est comme même moi, qui joue pas au foot demain, je gagne la Coupe d'Europe, et ils disent, vas-y, va prendre la Coupe d'Europe. Je vais dire, bon, Benzé, dommage, hein, vas-y, je prends la Coupe. Tu vois, c'est comme ça. Mais au moins, il a été fair play. Il a dit les choses comme il fallait les dire. Maintenant, c'est vrai que nous, on connaît pas les règles. C'est compliqué. Et pour moi, ça représente pas aujourd'hui cette musique-là que moi j'aime et que j'écoute. Ouais. Mais on a été invité. C'est un projet en développement qui vient d'arriver, qui fait plus de 200 000 et qui fait toutes les salles de concert remplies et tout ça. Je vois pas comment il peut pas prendre le trophée en fait. Pourquoi à ton avis ça a pas marché? Je veux pas être mauvaise langue, mais je peux pas te dire pourquoi. Je peux pas te dire parce qu'en vérité je connais pas les règles. Donc aujourd'hui, quand tu connais pas les règles, je vais parler, je vais dire X, Y, Z, c'est faux. Il n'y a pas de règle. Ça veut dire que c'est leur choix à eux. Ils ont le droit de choisir qui ils veulent, en vérité. Si toi, tu es plus fort, je vais choisir l'autre. Je fais ce que je veux, en fait. Je ne connais pas tes règles. Mais si demain, tu me ramènes ta grille, comment elle fonctionne, je vais dire, là, tu t'es trompé. Ouais. Là, tu t'es trompé. Mais toi, t'en penses quoi, de ton point de vue? Pourquoi ils ont pas fait ce choix qui nous paraissait tous évident? Parce que on n'écoute pas la même musique, en vérité. C'est eux qui gèrent, mais on n'écoute pas la même musique. On n'est pas d'accord. Après, il y a du business. Je pense que les personnes qui étaient là,
la plupart, pour moi, 50%, c'est que du business. Est-ce que tu penses qu'on devrait créer nos propres cérémonies? Parce que là, il y en a une qui est en train de s'organiser, les Flammes. Est-ce que toi, tu penses que c'est la solution, qu'on prenne le contrôle de tout, en quelque sorte? De toute façon, de toute manière, même si aujourd'hui, quelqu'un crée quelque chose, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Donc, le problème, ça va être quoi? C'est que aujourd'hui, qui est apte et qui doit être dedans? C'est des choses. C'est comme aujourd'hui, quand il y a le Ballon d'Or. C'est pas X ou Y qui peut faire le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, voilà, il y a des critères. Il y a ça. Il y a un tel qui joue à Barça, il y a un tel qui joue au Real, il y a un tel qui joue à Paris. Combien de buts ils ont marqués? Bam. Combien de Ballons d'Or? Qui a gagné la Coupe d'Europe? Qui a gagné la Coupe? Tu vois? Et dans les jeux, combien de buts ils ont marqués? Donc, ça veut dire que, voilà, on peut pas tricher. Voilà, c'est lui le meilleur joueur. Qui peut nous montrer autre chose? Tu vois? Ouais. Mais que ça soit dans tout, en vérité. Tous les gens qui font les choses et tout ça, si dedans, il n'y a pas des membres du hip-hop qu'ils ont vécu, qui sont pas dedans, bah, pour moi, les gens, il y aura toujours des problèmes. De toute façon, tu partais pas en disant on va gagner, tu disais on nous a invités, on y va. C'est moi? Ouais. Non. Je me dis, pourquoi on va pas gagner? Moi, je le connais même pas, avec le respect que j'ai. Je connaissais pas la personne. Ouais. Pourquoi on va pas gagner? L'artiste, il est là. Je tourne avec lui tous les jours. Je vois ce qui se passe autour de lui. C'est impossible qu'il ne gagne pas, en vérité. C'est impossible. Ça veut dire que là, aujourd'hui, même eux, en vérité, doivent se poser des questions. Tu vois? C'est comme match de foot, tout le monde a vu. Même si on n'a pas vu, après, on a vu qu'il y avait la main de Maradona, il a marqué avec la main, tout le monde l'a vu. Donc aujourd'hui, Tiakola qui ne gagne pas, c'est pas normal. Ouais. Là, en fait, t'as l'apogée de ta carrière, en vrai. T'as un nouvel artiste qui cartonne, t'as Wa Consulting et t'as Wa Sport. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que du coup, il y a ce retour au pays. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que quand je t'ai demandé pour Wa Sport, tu m'as dit que, bah, en fait, t'as créé une boutique d'abord là-bas, avec la boutique Watibé. Donc, c'est un choix qui, à mon avis, est sûrement business, mais je pense que c'est aussi une question de conviction, en quelque sorte, et d'idée. Pourquoi ce retour, même s'il me paraît évident, mais est-ce que tu peux nous parler plus de ce retour au pays et quels sont ton objectif, quels sont tes objectifs au Mali? Déjà, c'est d'aider mes frères et sœurs. C'est de développer dans un domaine que je connais bien, c'est-à-dire le sport. Mon but, c'est de créer une académie et de pouvoir former des jeunes, leur donner la chance de pouvoir faire le sport numéro 1 dans le monde, leur donner des cours pour que demain, peut-être 1 ou 2 joueurs puissent évoluer en Europe. Donc, mon but, c'est vraiment de créer ça. Depuis, de toute façon, 2017, quand on a commencé à créer la Nuit du Mali, c'est vrai que c'était un concert, mais autour du concert, il y avait plusieurs domaines. C'était vraiment découvrir les produits maliens, découvrir le Mali en lui-même, comment il est accueillant, comment ça se passe là-bas, parce qu'il y avait une image du Mali, terrorisme, guerre. Voilà, il y avait plein de choses qui font que c'était pas à l'image de mon pays. Donc, je voulais vraiment montrer. Après, maintenant, oui, c'est un plaisir pour moi de partir où j'ai foulé mes premiers pas, où j'ai foulé mes premiers ballons. T'es retourné au village ou... Là, je suis déjà retourné au village. C'est un peu plus loin que Bamako, mais je suis retourné. Après, voilà. Maintenant, là, c'est vraiment d'aider et de continuer. L'association Watibé est ouverte là-bas depuis plus de 8 ans. Plus du temps. On a eu la chance de travailler avec beaucoup de clubs, que ce soit Montpellier, Caen, avec les maillots, des équipements, avec Clairefontaine, les cahiers. Donc, pour moi, quand j'arrive là-bas, je vois les petits qui ont les maillots qu'on leur a donnés l'année d'avant, ou les cahiers. Bah, pour moi, quand je les vois avec leur sourire, c'est merveilleux. Je sais qu'il n'y a pas meilleure sensation que ça. Wow. C'est un peu comme si tu te voyais toi, tu aurais aimé avoir quelque chose comme ça, donc c'est très plaisant. Et quand tu viens d'en dessous, tout en dessous, et demain, tu peux apporter du bonheur, tu sais, c'est pas la même sensation. Moi, je suis obligé, en fait, dans l'année, de partir au moins 1 ou 2 fois au Mali. Ok. Wow. Et écoute, sur ces belles notes, je pense qu'on peut clôturer. Je pense qu'on a dit pas mal de choses. Merci à toi d'avoir accepté l'interview. C'était super de t'avoir. J'espère qu'on aura des nouvelles aussi sur l'évolution. Dernière petite question quand même que j'ai. Comment tu verrais l'évolution de tes structures dans 10 ans? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, moi, je me vois toujours numéro 1. Numéro 1. Toujours un nouvel artiste. C'est-à-dire que ce soit artiste ou dans le sport, avec le respect que j'ai. Moi, dans ma tête, j'ai pas dit
c'est sûr, je vais être numéro 1. Mais moi, dans ma tête, quand je me mets dans quelque chose, il faut que je sois numéro 1. Numéro 1. Si je suis pas numéro 1, Ça pas t'intéresse réussi. pas. Non, c'est pas que ça m'intéresse pas, j'ai pas réussi. Ok. Dans 10 ans, alors. Voilà. Dans 10 ans. Voilà, J'espère merci. avant 10 ans. Ah, j'espère. Et j'espère quand t'auras monté des escaliers, tu me donneras toujours des interviews Non, encore. t'inquiète Hein. Après, on regarde, ici il fait chaud, j'ai gardé C'est ça. mon blouson. Merci beaucoup. Ah, non, 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 c'est bon. Merci.